Bien, bonjour à tous et merci d'être présents parmi nous aujourd'hui pour notre réunion trimestrielle à Paris. Donc avant de débuter, je voulais vous présenter une partie de l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, avec Giuseppe Perron, président gérant, David Mellul, directeur général. Derrière, j'ai David Wiersbach, co-directeur du développement, François Bazin en charge du développement international, Yanis Kessi qui nous a rejoints pour travailler avec les partenaires, et on a aussi tous les analystes, donc je ne vais pas les citer, ils vont se présenter après. Donc voilà, donc on va pouvoir débuter la présentation. Alors la présentation va se dérouler de la façon suivante. Nous allons débuter par faire un bilan de la gestion, puis après nous aborderons nos 4 stratégies que sont le long equity, le short equity, les situations spéciales et les couvertures macroéconomiques. Je vais laisser la parole maintenant à Giuseppe. Merci Franck et bonjour à toutes et à tous. Donc comme Franck le disait, nous avons parcouru les différentes stratégies, mais avant de faire cela, je vais essayer de vous donner quelques éléments qui caractérisent notre gestion. Je pense que la plupart parmi vous nous connaissent, donc je passerai assez rapidement sur cette partie de la présentation. Et puis, je resterai ici près de l'écran s'il y a des questions sur ces sujets. Donc, on va commencer avec l'objectif de la gestion, qui, pour nous, est de délivrer une performance d'excellence de la durée avec les minimums de prise de risque nécessaires à obtenir ces résultats. Alors, comment nous les faisons? Je dirais en travaillant plusieurs axes de valeur ajoutée. Le premier, c'est l'utilisation concomitante de plusieurs stratégies donc dans une seule gestion. Et vous les voyez ici à l'écran. Long equity, short equity, merger arbitrage et risk hedging. Donc, par la suite, si on regarde rapidement au sein de chaque stratégie, vous avez sur la partie long equity et short equity des façons d'intervenir. La première en sélection individuelle des stocks, d'entreprises, d'actions, qu'on appelle enterprise picking sur la partie longue action, et l'absolute short sur les short equity. À merger arbitrage, on s'intéresse essentiellement à l'arbitrage des fusions, acquisitions et restructuration du capital, tandis qu'au niveau des couvertures macroéconomiques, ce qu'on appelle en anglais risk hedging, on essaie de mettre en place un dispositif d'instruments asymétriques, donc au profil rendement risque asymétrique, typiquement optionnel, ou avec une convexité intrinsèque, ou des positions directionnelles qui présentent là encore une asymétrie entre rendement et risque. Deuxième axe des valeurs ajoutées importantes pour nous, c'est l'organisation elle-même et l'effet que l'intégralité de notre recherche est propriétaire. Donc, en aucun cas, nous faisons appel ou recours à de la recherche dite sell-side, la recherche tierce. L'ensemble de la recherche et de l'origination, de la génération d'idées est propriétaire. Et pour ce faire, nous avons développé un certain nombre d'outils, comme par exemple nos systèmes d'information qui jouent un rôle extrêmement important dans notre gestion et qui, par exemple, nous fournissent des bases de données fondamentales et comportementales qui sont les nôtres, qui sont propriétaires et qui couvrent aujourd'hui plus de 60 pays, à la fois pour générer des idées d'investissement ou encore pour tester les idées et les composants du portefeuille avec un certain nombre de critères. Comme vous les voyez, sans rentrer dans les détails, nous utilisons énormément d'informations. Les systèmes d'information que nous avons bâtis permettent d'intégrer des sources assez disparates. Vous voyez ici juste quelques-uns des fournisseurs. On parle de Bloomberg, FactSet, Markit, etc. Cela a requis un effort assez important qu'on résume un peu en quelque sorte dans l'équipe de process support qui est là. Pour ce qui est de la recherche d'informations interne, donc la production d'informations, comme je vous le disais, nous ne faisons pas appel à des brokers et à la recherche tierce. Donc, vous ne verrez jamais chez nous les fameux rapports buy, sell, hold des brokers. Et à ce niveau-là, on a créé une équipe à l'interne qui approvisionne l'équipe de gestion en information brute qui se structure toujours de la même façon. Et ça, encore une fois, c'est la force de l'organisation, de l'approche que nous avons qui garantit, in fine, la récurrence de la performance. Si on regarde et on focalise un tout petit peu sur l'équipe de gestion, alors plusieurs choses. Donc, c'est une équipe qui fonctionne par sous-stratégie. Donc, vous verrez, par exemple, si on peut prendre
prendre les situations spéciales comme qu'ici on appelle le merger arbitrage. Donc vous avez Bertrand Vore, Michael Ifra et Aliénor Cazel qui sont des analystes et analystes gérants spécialisés dans ces stratégies. Donc aujourd'hui nous avons 3 analystes gérants sur chacune des stratégies et un comité d'investissement qui supervise les travaux de ces équipes. C'est une équipe extrêmement stable, donc nous avons connu pratiquement aucun turnover en 15 ans. On a 16 ans, on a perdu une seule personne qui est tout simplement est allée étudier à INSEAD. Si on regarde maintenant du côté de tout ce qui est autour de la gestion, donc l'infrastructure opérationnelle, sans rentrer dans les détails, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, donc on a créé une infrastructure de tout premier ordre avec des professionnels confirmés dans l'ensemble des départements. Je ne vais pas rentrer un peu dans les détails, si vous voulez on en discutera, il y en a qui sont ici et vous pouvez discuter avec eux. Peut-être juste l'actualité du trimestre, je dirais les développements au Benelux avec l'arrivée de Pierre Sedel. Pierre Sedel qui prend la responsabilité de notre activité au Benelux, il est basé à Bruxelles et il nous a rejoint au deuxième trimestre. On en a déjà parlé, mais aujourd'hui nous avons également Yael Wilkins qui est basé à Londres et qui travaille avec François Bazin sur le développement dans les pays anglo-saxons et notamment au Royaume-Uni. Un autre élément, ou plutôt une annonce qu'on peut faire, même si ce n'est pas encore public, je peux le faire en avant-première, nous allons conclure un partenariat au Japon et donc on va avoir une équipe qui représentera les fonds Varenne et qui commercialisera au Japon pour nous et ça sera quelque chose qu'on annoncera dans les tout prochains jours et tout ça évidemment en liaison avec notre équipe, notamment François, Franck, David. Voilà ce qu'on peut dire sur l'actualité, donc stabilité et progression en même temps. Je pense que je vais passer la parole à Franck pour la gamme. Merci. Donc un rappel de la gamme. Donc chez Varenne, nous gérons 5 fonds, 4 fonds de droit français et un fonds de droit anglo-saxon. 2 fonds sur la stratégie UCITS, qui sont Varenne Valeur et Varenne Global, et 3 fonds sur la stratégie non-UCITS, qui sont Varenne Sélection, Varenne Global Sélection et The Value Active Fund. Donc on vous avait annoncé lors de la réunion trimestrielle dernière que Varenne Sélection allait fusionner avec Varenne Global Sélection. En fait, Varenne Sélection va absorber Varenne Global Sélection. Il gardera sa qualité de PEA. Et en fait, on peut vous annoncer d'ores et déjà que ceci sera effectif avant la fin de l'année. Alors ce slide, vous avez la performance de nos fonds sur plusieurs années et nous sommes satisfaits de la performance dans la durée de l'ensemble de notre gamme et surtout de la combinaison 2018-2019 puisqu'on a pu noter en 2018 encore une forte résilience de notre gestion puisque nous avons eu des pertes limitées très rapidement compensées en 2019 puisque year to date au 30 juin, Varenne Valeur délivre une performance de plus 8,73%, Varenne Global de plus 9,54%, Varenne Sélection de plus 19,96%, Varenne Global Sélection de plus 20,64% et The Value Active Fund de plus 23,07%. Alors, je vais laisser maintenant la parole à David qui va rentrer plus en détail dans la contribution de chaque stratégie à la performance de nos fonds. Bonjour à toutes et à tous. Alors comme nous avons l'habitude de le faire, maintenant on va regarder la contribution de chacune des 4 stratégies au cours du premier semestre. Franck a parlé de la combinaison 2018-2019. On va s'intéresser là uniquement au comportement de notre gestion en 2019. On va commencer avec la stratégie Core, la stratégie longue action, qui affiche une performance qui est tout à fait satisfaisante pour l'ensemble de la gamme et peut-être encore plus satisfaisante pour les fonds non UCITS. Pour mémoire, je rappelle juste que les fonds UCITS sur leur poche Enterprise Picking sont diversifiés à hauteur de 20 à 25 positions. Sur les fonds non UCITS, sur les FIA, nous nous concentrons sur la sélection de nos plus fortes convictions. Donc nous avons 10 à 15 positions. Ça, c'est une première caractéristique. Deuxième caractéristique, les fonds non UCITS sont plus exposés
à nos plus fortes convictions. Donc lorsque sur les fonds UCITS, vous avez un niveau d'exposition de l'ordre de 70% sur le premier semestre, sur les FIA, vous avez un niveau d'exposition de près de 95%. Donc cet écart de performance et cette excellente performance que nous voyons sur les FIA vient d'une part du côté du niveau d'exposition qui est plus important et de la bonne sélection de valeurs. Derrière, pour les autres stratégies, la stratégie short, pour mémoire, on l'avait réactivée dans notre gestion au cours du deuxième trimestre 2018. Une contribution négative sur le premier semestre qui vient en réalité de l'environnement du premier trimestre, un environnement qui était très haussier, qui a pesé sur cette stratégie. Et on verra tout à l'heure comment cette stratégie s'est comportée au cours du deuxième trimestre. La stratégie de merger arbitrage qui est en ligne avec nos attentes depuis le début de l'année, qui permet d'ajouter un complément de performance, qui permet de réduire la volatilité globale de la gestion. Et puis vient enfin la stratégie de couverture macroéconomique ou tail risk hedging. Pour mémoire, il ne s'agit pas là de nous protéger contre des baisses de marché de 5 à 10-15%, mais d'avoir un dispositif efficace de protection contre une mutation, un changement profond de l'environnement macroéconomique. Donc on parlera plus de baisse de marché de 20% ou plus, ce que nous n'avons pas connu donc depuis le début de l'année. Pour mémoire, nous fonctionnons avec un budget de 1,5% par an que nous sommes prêts à dépenser pour monter ce dispositif. Derrière ces contributions négatives que vous voyez depuis le début de l'année, il faut garder en tête que le short et les couvertures macroéconomiques au cours du quatrième trimestre avaient apporté une contribution très importante. Et bien depuis le début de l'année, effectivement, d'une part en mark-to-market, c'est-à-dire la valorisation en prix de marché, en prix courant de notre dispositif, s'est un petit peu dépréciée puisque la perception des risques a peut-être été un petit peu, a peut-être changé depuis le début de l'année. Et puis donc d'une part la baisse du dispositif et l'impact en mark-to-market, et d'autre part la consommation d'une partie de notre budget de 1,5%. Si on rentre maintenant sur le classement des 4 stratégies, évidemment au premier trimestre, dans cet environnement qui était très haussier, le meilleur contributeur et la stratégie qui avait porté la performance de notre gestion était la stratégie longue action, le merger arbitrage qui avait amené un complément de performance et le tail et la stratégie short qui avait pesé au cours du premier trimestre. Au cours du deuxième trimestre, on retrouve encore le long, le merger arb. On va revenir un petit peu après dessus, mais le short qui passe également en vert, donc qui amène une contribution positive. Et faisons un focus sur le mois de mai. Il est intéressant d'observer qu'au mois de mai, l'ordre s'est complètement inversé par rapport au premier trimestre. Pour mémoire, au mois de mai, l'environnement de marché avait changé. Et bien là, on retrouve le short comme meilleur contributeur. La stratégie de couverture macroéconomique, là encore, qui s'est activée et qui commençait à s'activer au fur et à mesure que le marché se stressait, le merger arb et venait après la stratégie long equity. Là, on vous a présenté ce slide pour Varenne Valeur pour illustrer les UCITS. Le même constat est également vrai pour Varenne Sélection pour illustrer les FIA. Si on fait maintenant un focus sur le deuxième trimestre, l'élément qui me paraît important de souligner, c'est que vous avez la stratégie longue et la stratégie short qui, sur le trimestre, ont généré de la performance. C'est un environnement c'est quelque chose qui est relativement rare chez certains gérants qui ont tour à tour le long et le short qui vient générer de la performance. Nous recherchons, et nous aurons l'occasion de revenir dessus dans le reste de la présentation, nous cherchons à générer de la performance également avec le short et pas à hedger le long. Et donc, conformément à ce que nous recherchons, nous avons donc une contribution positive très importante sur le long, une contribution positive sur le short, une contribution positive sur le merger arbitrage et la stratégie de couverture macroéconomique qui, là encore, a un petit peu pesé. Je finirai avec un focus sur le mois de mai. Donc ce mois de mai qui était quand même très difficile sur les marchés. La stratégie longue, malgré ses contributions négatives, démontre une bonne résistance, une nouvelle fois. La stratégie de merger arbitrage qui est légèrement négative. En revanche, le short qui, comme au quatrième trimestre, amène une contribution très importante au moment où on en a le plus besoin. Et le dispositif de couverture macroéconomique, là encore, alors même que les risques contre lesquels on voulait se protéger ne se sont pas matérialisés, la perception du risque sur le marché a changé et le dispositif a commencé à générer de la performance. Tout cela va être détaillé par l'équipe durant la présentation. Je repasse maintenant la parole à Franck pour revenir sur les performances. Merci David.
Ici, vous avez les performances de Varenne Valeur, donc notre fonds PEA BioSits, sur plusieurs années, mois par mois. Ce qui est intéressant de regarder, notamment en 2018-2019, c'est la régularité de la performance de ce fonds. Ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est que Varenne Valeur délivre une performance annualisée sur 10 ans de plus 9,67% pour une volatilité inférieure à 10%. La même chose sur Varenne Sélection, c'est intéressant de noter, notamment en 2019, dans des marchés au mois de mai qui ont été largement négatifs, entre moins 6,5 et moins 6,70, vous pouvez voir que le fonds est positif, plus 0,04%. De la même façon, Varenne Sélection délivre une performance annualisée sur 10 ans de plus de 15% pour une volatilité maîtrisée seulement de 12,42%. La même chose sur Varenne Global, avec une performance depuis le lancement de plus de 47% pour une volatilité seulement de 8%. Et Varenne Global Sélection, une performance depuis le lancement de plus de 85% pour une volatilité inférieure à 12%. Ici, on vous a joint aussi les performances de notre fonds The Value Active Fund, notre fonds anglo-saxon. Et vous pouvez voir que ce fonds, depuis le lancement, affiche une performance de plus de 269%. Pour une volatilité sur 10 ans inférieure à 12%, qui est seulement de 11%. Je vais laisser maintenant la parole à Giuseppe, qui va rentrer plus en détail dans la gestion. Merci. Merci Franck. Eh bien, comme à chaque réunion, nous allons parcourir les différentes stratégies et on va essayer de vous donner des clés de lecture de la performance avec les principaux contributeurs tout d'abord. Ensuite, nous allons rentrer un peu dans les détails de l'actualité des entreprises et du portefeuille, parler des mouvements et terminer avec notre positionnement pour la suite de l'année. Alors, on commence avec la poche longue. Donc, sur les long equity, comme vous le savez, nous avons deux façons d'intervenir. La première en sélection individuelle, donc c'est l'enterprise picking, et la deuxième, c'est en sélection collective par la création, je dirais, des baskets propriétaires dont on va parler dans quelques secondes. Donc là, on va se concentrer tout d'abord sur la poche longue concentrée et donc l'enterprise picking, la sélection individuelle. Et juste pour rappel, l'objectif de cette poche est tout simplement de créer un portefeuille d'entreprises de bonne ou très bonne qualité économique que nous achetons à un niveau de décote important par rapport à notre estimation de valeur. Pour ce faire, nous utilisons des techniques assez proches de celles du private equity ou du non-coté, si vous voulez, plus largement. Nous menons des due diligence assez poussées avec notre équipe en interne, mais aussi avec la collaboration des experts sectoriels. Donc, si vous voulez, nous avons une méthodologie horizontale qui s'applique à tous les secteurs et nous cherchons dans la collaboration avec les experts qui sont souvent des personnes qui ont travaillé pendant des dizaines d'années dans une industrie à combiner notre méthodologie, encore une fois horizontale, avec leur connaissance du secteur, ce qu'on appelle parfois une expertise verticale. Donc ceci est très puissant et nous amène à, comme on l'avait vu par exemple il y a 3 mois avec les KSML, à mener des recherches parfois sur des secteurs assez complexes de façon relativement rapide et très approfondie. Un autre élément, je dirais, essentiel, c'est les caractéristiques des entreprises que nous cherchons pour nos portefeuilles. Alors, sans évidemment rentrer dans les détails, juste quelques éléments pour nous fondamentaux. Donc, les premiers, l'avantage concurrentiel durable. L'avantage concurrentiel durable, c'est un élément clé dans la construction du portefeuille. Alors, pourquoi on s'intéresse à ces facteurs, tout simplement parce qu'il garantit je dirais, la solidité des marges à moyen long terme. Donc, il garantit qu'une entreprise qui possède du costing power, de pricing power, dans la durée, réussira à défendre ses marges. Ça ne suffit pas, donc on cherche aussi autre chose. Et typiquement, ce qu'on veut voir dans nos entreprises, c'est ces points-là, c'est des dynamiques de création de valeur qui leur sont propres, c'est-à-dire des dynamiques en plan, si vous voulez, de développement et la possibilité de les déployer afin de créer de la valeur aussi indépendamment que possible des cycles sectoriels ou des cycles macroéconomiques.
Alors, si on regarde rapidement un autre aspect qui nous caractérise dans la gestion, c'est la valorisation des entreprises. Elle s'est faite de deux façons. Elle s'est faite d'un côté d'une façon plus classique, qui est la valorisation financière, mais aussi nous avons établi une notation de qualité économique. Vous voyez ici à la gauche de la diapositive. Et cette notation nous permet tout simplement de comparer véritablement les différentes opportunités et d'utiliser cette comparaison pour construire un portefeuille au sein du portefeuille, d'établir l'intérêt que nous portons à une opportunité par rapport à une autre. Donc si on regarde juste A, B et C, donc vous voyez A, ce sont les entreprises de meilleure qualité économique, celles pour lesquelles nous sommes disposés à payer plus cher en quelque sorte que les autres. Donc typiquement, pour une entreprise de type A, on sera disposé à payer jusqu'à 17 fois les bénéfices. Les B, ce sont des entreprises qui restent investment grade, donc qui restent investissables de notre côté, mais qui présentent un niveau de qualité économique suffisant, mais moindre par rapport à ce moment-là. Pour en faire un bon investissement, il nous faudra payer moins cher. Et donc, dans ces cas-là, on ne sera pas disposé à payer 12-13 fois les bénéfices, mais on voudra plutôt aller vers un price earning, un chiffre. Alors, vous voyez C et F grisés, donc C, F, non-investment grade. Donc, pour nous, par exemple, F financière, c'est les actions d'une banque. Pour nous, les actions d'une banque sont tout simplement des actions de type non-investment grade dans notre approche. Donc, je sais que aujourd'hui, c'est facile à comprendre, mais je dis toujours, c'est un peu compliqué d'expliquer en 2006 que nous n'achetions pas les actions bancaires. En 2008, c'était très facile. Donc, si on continue et sans rentrer dans les détails, je passe maintenant à ce qui est aujourd'hui ce qui constitue la plupart de notre portefeuille, c'est-à-dire ce qu'on appelle les portefeuilles industriels. Là, on a l'exemple de Varenne-Valère. Donc, on a ici les entreprises notées A, B et GR. Donc, les entreprises qui présentent une façon de les valoriser assez comparable. Si on regarde, par exemple, je reviens juste en arrière, un sum of the parts, donc une entreprise dont on regarde essentiellement la somme des actifs, on la valorisera de façon différente par rapport à une entreprise de type A, B ou GR. Ou encore, une entreprise en retournement, ici, elle fera objet d'un type de valorisation encore différente. Donc ici, vous avez les cœurs du portefeuille et également, je dirais, une homogénéité des valorisations. Donc dans ces chiffres, je crois qu'on peut très vite s'intéresser à la moyenne. Donc vous voyez des entreprises qui présentent des caractéristiques d'excellence du point de vue économique, avec un retour sur fonds propres proche de 28%, avec une croissance des bénéfices par action assez soutenue. Un dividende un rendement pour les entreprises qui paient du dividende qui n'est pas énorme, mais comme je dis à chaque fois, ce n'est pas pour nous très important. Pour plusieurs raisons, entre autres le fait que, par exemple, si on prend Ulta ou Aritzia, ce sont des entreprises en très forte croissance qui facialement ne payent pas des dividendes, mais qui en réalité, dans les deux d'ailleurs, ils ont racheté de façon importante leurs propres actions. On parle de 5 à 6% de la capitalisation sur un an. Ici, sur votre droite, vous arrivez aux deux éléments clés de notre construction des portefeuilles qui sont les ratios des décotes, les ratios R. Donc là, on exprime les potentiels d'upside de ces entreprises et plutôt de l'action sous-jacente. Et à droite, la notation qui est celle que je vous disais tout à l'heure, exprime la qualité économique et donc en quelque sorte elle va guider la façon de notre modèle de construction des portefeuilles d'acheter, d'assembler les titres et va nous guider vers ce qu'on doit vendre versus ce qu'on doit acheter. Si maintenant on revient dans l'actualité du semestre et du trimestre, donc on va parler des principaux contributeurs. Donc les principaux contributeurs ici,
Vous les voyez, sont assez semblables sur les différents fonds. Ce qui est important, je crois, de souligner, c'est évidemment, il y en a beaucoup, on a juste les premiers 6. C'est un semestre et un trimestre très satisfaisant, évidemment, pour la gestion longue Enterprise Speaking, avec essentiellement des contributeurs positifs. Donc, généralement, je présente des contributeurs négatifs, mais là, je n'ai pas vraiment. Donc, ce qu'on peut dire, je pense, c'est Ulta. Alors, sur Ulta Beauty, j'en ai parlé et on a parlé extensivement, donc je ne vais pas y revenir, mais certainement, encore une fois, une performance assez intéressante, puisque je crois qu'elle a monté d'environ 45 ou 46% sur les semestres. Je ne vais pas revenir, puisqu'on en a parlé très largement, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Sur les autres, on va rentrer dans les détails de chacun. Et je vais commencer avec Greggs. Et encore, avant de démarrer, vous voyez la différence de contribution entre les fonds UCITS et non-UCITS. Ça permet d'expliquer une partie de la différence des performances entre les fonds, et surtout, ça permet d'expliquer la très belle performance de nos fonds non-UCITS qui bénéficient d'une concentration sur nos meilleures idées. Alors, si on prend par exemple Greggs et Ulta et on compare Varenne Global à Varenne Global Sélection, les deux colonnes ici à droite, vous voyez que Greggs apporte une contribution de 3,15% pendant les semestres à Varenne Global, tandis que la même entreprise apporte 7,54% sur Global Sélection ou Value Active Fund. Ulta Beauty, de la même façon, nous sommes à environ 2% d'un côté, 1,72% d'un côté, et 4,22% de l'autre. Donc, vous voyez, c'est la force de notre modèle, c'est la force du modèle, je dirais, concentré. Quand on a raison sur notre cœur, évidemment, on crée un écart et les fonds non-UCITS arrivent à délivrer une performance comme celle que vous avez vue et dont on est pour une fois très satisfait. Donc voilà, on va rentrer maintenant dans les contributeurs un par un. Donc Greggs. Alors, Greggs, c'est une entreprise dont je parlais à plusieurs reprises, mais clairement les meilleurs performeurs du semestre, avec une performance d'environ plus 85% en 6 mois. Donc, évidemment, très satisfaisant, même s'il faut le rappeler, ils avaient connu un petit accident en 2018. Alors, que pouvons-nous dire sur Greggs? Alors déjà, le business model qui est unique, puisqu'il s'agit d'une entreprise qui est la principale chaîne de restauration à importer au Royaume-Uni, avec un réseau d'environ 2000 points de vente aujourd'hui. Et surtout, vous voyez ici ces points qui sont des véritables usines de production qui desservent les points de vente qui dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres, voire quelques centaines, parfois petites centaines. Et ça permet en fait une production à moindre coût et ça confère à l'entreprise ce que nous appelons du costing power, c'est-à-dire la capacité de produire moins cher que ses compétiteurs. Alors, nous avons, avec Marco et Claire, visité beaucoup de ces centres d'excellence, comme ils les appellent, et ce sont des usines de production très fortement automatisées, dans lesquelles vous voyez, par exemple, sur ligne de production qui délivre 6 millions de pièces par semaine, donc ce qui est véritablement extraordinaire, juste 10 ou 15 personnes qui travaillent activement, le reste c'est essentiellement des robots et de la logistique. Donc c'est une entreprise qui a un avantage concurrentiel majeur, surtout si on regarde les marchés anglais, vous avez essentiellement 2 grands concurrents, mais qui n'ont aucun d'entre eux possède un réseau de production aussi intégré et aussi flexible. C'est une entreprise qui nous a présenté un plan de développement, et c'était la raison pour laquelle nous avions investi il y a 2 ans, qui est extrêmement rationnel et qui permet, qui à l'époque aurait permis, parce que nous sommes, regardez, en 2016-2017, lorsque nous avons commencé à nous intéresser, ces plans devaient permettre
dépasser d'environ 1600 points de vente à environ 3000. Donc doubler des tailles avec un effet des gearing opérationnels, des leviers opérationnels très importants et donc un potentiel d'augmentation des marges qui à l'époque n'était pas pris en compte par les marchés. Donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Vous le voyez ici, donc l'action aujourd'hui, donc les plans commencent à porter ses fruits. Nous avons une actualité très riche pour cette entreprise avec un chiffre d'affaires sur les premières 19 semaines qui commence à s'accélérer très fortement puisque nous sommes dans les plus 15% et 11% à périmètre constant, ce qui est véritablement exceptionnel. Ceci est arrivé également par l'action d'un manager assez exceptionnel qui s'appelle Roger Whiteside, le CEO de l'entreprise, qui était l'ancien CEO des Marks & Spencer Food et qui a réussi à élargir à la fois les mix produits de l'entreprise. Elle était devenue célèbre pour les lancements d'un feuilleté saucisse vegan, par exemple. C'est quelque chose qui a vraiment eu un succès phénoménal au Royaume-Uni au début de l'année. Et il a aussi élargi, je dirais, les segments des clientèles qui sont intéressés à cette offre en passant historiquement d'une base plutôt working class qui appréciait les prix il a réussi à élargir l'intérêt du public pour l'entreprise en réussissant à toucher d'autres catégories démographiques qui cherchent pas seulement les prix mais également qui s'intéressent à la qualité du produit. Donc voilà pour Greggs, principal contributeur sur les semestres. Alors juste, vous vous souviendrez pour ceux qui nous suivent, à ce moment-là, lorsque les cours avaient baissé fortement, on vous avait dit on n'en est pas du tout inquiet, au contraire, c'était pour nous, on était allé les voir à Newcastle, on avait passé du temps avec eux et cela avait confirmé notre opinion qu'il s'agissait uniquement d'un effet météo très particulier en 2018 au Royaume-Uni, puisque comme vous le savez, ils ont eu de la neige je crois mars et avril à ce moment-là. Donc, je passe vite sur LVMH. Là encore, une très belle contribution. Donc, encore une fois, je ne parle pas d'Ulta qui aurait été les deuxièmes. Je saute au troisième. LVMH. Sur LVMH, nous avons une entreprise qui continue à gagner des parts de marché sur l'ensemble de ses secteurs et de ses métiers. Une entreprise, on voit les derniers chiffres publiés qui sont évidemment très satisfaisantes. C'est une entreprise qui, comme je le rappelle très souvent, elle est certes dans les luxes, mais elle présente également des métiers qui sont connexes et plus proches du détail, de la vente de détail que des luxes. Donc pensez tout simplement déjà au vin spiritueux pour une partie, mais surtout je pensais à Sephora qui est généralement à la distribution sélective, qui est probablement quelque chose qui s'apparente plus au commerce de détail qu'au luxe proprement dit, et donc toujours dans les produits et dans les gammes et dans les pôles d'activité d'LVMH, on peut penser également à la cosmétique qui les met plus en compétition dans L'Oréal pour certaines gammes, qui est des Richemont ou d'autres acteurs du luxe. Donc voilà pour LVMH. ASML, je rappelle tout juste que c'était à la fois un mouvement contributeur sur les semestres, donc une entreprise qui a été détecté grâce à nos systèmes de génération d'idées propriétaires, et ça me donne l'opportunité de rappeler le travail de Moustapha qui est ici au fond de la salle, vous pouvez lui en parler. Donc Moustapha Mamache, il est notre analyste spécialisé dans l'origination, la génération d'idées, notamment sur les bases de données, les facteurs comportementaux, en particulier l'achat et la vente des dirigeants, la façon d'acheter et de vendre, des dirigeants des entreprises, que nous appelons les patterns d'achat et de vente. C'était le cas ici. On a repéré, par exemple, en fin novembre, une combinaison assez intéressante. 3 dirigeants qui sont les CEO, les CTO et les Chief Strategy Officer de l'entreprise qui achètent pour 2,5 millions d'euros ensemble en même temps des titres de l'entreprise. Alors il ne s'agit pas là d'awards, il ne s'agit pas des stock options. Ils ont pris 2,5 millions d'euros
dans leur compte et les ont investis en même temps et ensemble sur l'entreprise. Alors, on ne va pas refaire les cas puisqu'on en a déjà parlé, mais juste pour vous rappeler, c'est une entreprise qui est le leader absolu dans la production des systèmes pour la photolithographie et photolithographie industrielle. Donc, c'est une photolithographie qui est utilisée pour produire les semi-conducteurs. Donc, par exemple, ce que nous avons à la fois en mémoire et en processeur dans nos téléphones. Et c'est un secteur qui se développe de façon très importante, mais dans lequel cette entreprise a une part de marché, lorsque nous avons commencé à la regarder, d'environ 75%. Elle évolue vers une nouvelle technologie qui leur permettra d'acquérir les monopoles, tout simplement, dans ces marchés, puisqu'il n'y aura plus aucun concurrent capable de tenir tête à ASML. Alors, une entreprise comme celle-ci, elle a un côté un peu cyclique, et sans rentrer dans les détails, nous avons opté pour une stratégie de type optionnel. Donc, plutôt qu'acheter des actions en direct, nous avons préféré réduire les risques en achetant des options à longue date, puisque nous sommes, à l'époque où nous étions en janvier, nous avons acheté des options à échéance juin 2020. Et donc, vous voyez ici, donc, lorsque les dirigeants achetaient environ 147 € par action, nous avons acheté environ 140 avec un strike 160. Les strikes a été atteints assez rapidement. Nous avons, comme on dit dans notre argot, restriké l'option à 180. Et puis encore une fois, on a eu la chance d'avoir les cours qui ont encore monté effectivement au strike, au prix d'exercice à 180. Et nous avons pu, encore une fois, refaire la même chose avec un strike à 200 € par action. Donc là encore un très beau parcours. Et donc voilà, je termine de mon côté. Je demande à Claire de venir nous parler des autres contributeurs au sein de la stratégie. Merci Claire. Merci. Bonjour à tous. Je vais commencer par Walt Disney, qui est une entreprise qu'on ne présente plus, mais je voudrais vous rappeler les 4 pôles d'activité opérationnelle de Disney. Le premier, les réseaux médiatiques, qui sont vraiment les chaînes de télévision domestique. Le deuxième, les parcs d'attractions, expériences et produits, qui sont la plus grande partie du chiffre d'affaires. On a les parcs d'attractions, donc vous avez en Floride, en Californie, à Paris, Shanghai, Tokyo, Hong Kong. Et il faut savoir aussi que Disney est le premier concédant de licences mondiales avec 53 milliards des ventes, soit près de 2 fois le deuxième acteur mondial dans les licences. Les studios, pareil, on ne les présente plus. Vous avez Pixar, Marvel, Lucasfilm, donc Lucasfilm pour Star Wars, Marvel, les Avengers, etc. Le 4e pôle qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui, c'est la vidéo à la demande et l'international. La partie internationale, c'est les chaînes de télévision internationales, donc Disney Channel ou ESPN en Amérique latine, donc pour le sport. Et la vidéo à la demande, c'est toutes les nouvelles offres que Disney est en train de mettre en place pour concurrencer Netflix et Amazon notamment. Ici, on vous rappelle la principale actualité de Disney sur les 18 derniers mois. Donc effectivement, c'est l'acquisition de certains actifs de la Fox. L'acquisition a été annoncée à la fin de l'année 2017. Elle a été clôturée en mars de cette année. Si on refait un peu la logique, le rationnel de l'acquisition par Disney, Disney a commencé par se renforcer dans BAMTech, que vous avez ici en haut, tout en haut sur la ligne, de la 3e colonne en partant de la gauche. Donc aujourd'hui, Disney a 75% de BAMTech. BAMTech, c'est une plateforme technologique qui aujourd'hui est centrée sur la diffusion en continu d'événements sportifs. Mais avec cette base technologique, Disney a décidé d'étoffer sa bibliothèque de contenu, et c'est là où intervient le portefeuille de marque phare de 21st Century Fox, avec X-Men, Avatar, Deadpool, etc. Donc ça doit permettre à Disney de concurrencer les plateformes de streaming type Netflix. Comme je vous disais, une acquisition qui s'est conclue en mars 2019 et une accélération de la stratégie avec l'annonce au 11 avril de cette année la présentation plutôt de la plateforme de streaming Disney+, qui s'est faite dans les studios de Walt Disney à Burbank, Los Angeles. Nous étions présents.
Le lancement de cette plateforme est prévu le 12 novembre aux États-Unis. Elle sera lancée avant mars 2020 en Europe de l'Ouest, et ensuite ce sera un étalonnement sur le reste du monde 2020-2021. Avec le lancement de Disney+, Disney aura 3 offres de vidéos à la demande pour les consommateurs, ESPN+ pour le sport, Disney+ pour le divertissement familial et Hulu pour le divertissement, la rediffusion de programmes télévisés et les séries. Hulu, je vous rappelle que le 14 mai, Disney a récupéré, on peut dire ça comme ça, le contrôle opérationnel intégral de la plateforme après un accord signé avec Comcast, qui est aujourd'hui le dernier actionnaire tiers de la plateforme Hulu. Donc, comme vous le voyez, le marché qui réagit très bien à l'annonce de Disney+ en avril de cette année. On atteint des records historiques pour l'action Disney. Les acteurs du marché ont reconnu le potentiel de création de valeur. Et la preuve en image que nous étions à la présentation à Los Angeles. Donc vous avez ici, de gauche à droite, le directeur des relations investisseurs, la directrice financière Christine McCarthy, le PDG Bob Iger et le directeur du 4e pôle d'activité que je vous ai présenté, donc vidéo à la demande et international, Kevin Mayer. Accenture, rapidement aussi un très bon contributeur sur ce début d'année. Je vous rappelle que c'est le numéro 1 mondial du service et conseil en technologie pour les grandes entreprises et les administrations, avec de très bons chiffres sur ce début d'année, un chiffre d'affaires, enfin plutôt sur les 12 derniers mois, mais très bon aussi sur ce début d'année, donc avec un chiffre d'affaires en augmentation de plus de 6%, un résultat opérationnel qui augmente de plus de 8%, et un résultat net qui augmente de près de 11%. La stratégie d'Accenture, elle répond à 3 tendances, 3 demandes aujourd'hui. La première demande, c'est une demande des entreprises d'intégrer les nouvelles technologies dans leur processus afin de les optimiser et de diminuer les coûts. Deuxième tendance, la convergence croissante du marketing et de la communication avec le numérique, donc avec une multiplication des plateformes médias et, comme on en parlait, enfin on n'a pas évoqué, mais une augmentation des volumes de données à traiter et à collecter pour les entreprises due à cette convergence. Enfin, troisième tendance ou troisième demande des entreprises clientes, elles veulent avoir un seul interlocuteur, un seul fournisseur qui est capable d'intégrer toutes les offres technologiques du marché et de les spécialiser ou de les personnaliser aux besoins spécifiques des entreprises clientes. La stratégie que je viens de vous présenter donc, est poursuivie par Accenture à travers des acquisitions dans des secteurs ciblés. Elles doivent, dans la perspective d'aider à la modernisation des systèmes d'information et d'accélérer la transformation digitale de leurs clients. On peut notamment parler de l'acquisition de Caltech-Sub en mars ou de Cirruseo en juin. Mais également, c'est des acquisitions qui doivent permettre à Accenture de renforcer ses propres compétences dans les secteurs de la communication et de la publicité. On notera l'acquisition de Shackleton ou Droga5 qui vont rentrer dans le giron d'Accenture Interactive, qui est le pôle publicité-communication d'Accenture, qui a des revenus aujourd'hui de plus de 10 milliards de dollars, ce qui est tout à fait conséquent pour un pôle qui est né en 2014. Dernier point sur Accenture, vous vous souvenez sans doute du décès prématuré du PDG Pierre Nanterme au 31 janvier de cette année. Après avoir échangé avec l'entreprise et rencontré les dirigeants au sein d'Accenture, nous sommes très confiants dans la qualité absolument excellente des dirigeants dans l'ensemble de l'entreprise et également dans leur capacité à nommer un nouveau PDG d'ici la fin août 2019. Ça devrait être un candidat en interne, c'est également notre préférence. Givaudan, qui est le leader mondial sur les arômes et les parfums, avec près de 25% de part de marché. C'est la parfumerie fine autant que la parfumerie fonctionnelle, et c'est autant les arômes synthétiques que les arômes naturels. Givaudan a connu une année 2018 plutôt difficile, pour 3 raisons.
La première, c'est une hausse significative du coût des matières premières qui ont augmenté de 5 à 6%, avec une difficulté à répercuter cette hausse de prix sur les clients. Donc il y a un temps de latence de 6 à 9 mois. Deuxième raison, un problème avec un des principaux fournisseurs, le chimiste BASF, qui est le principal fabricant mondial de citral, qui est une matière première absolument clé dans la plupart des formulations, que ce soit en parfumerie, enfin surtout en parfumerie d'ailleurs, un petit peu aussi dans les arômes. BASF a eu un problème avec une de ses usines qui a explosé à la fin de l'année 2017 et ça a pesé assez significativement pour l'ensemble de l'année 2018 pour Givaudan. Et puis dernier point, c'est GBS, donc c'est Givaudan Business Solutions, qui est un programme d'optimisation de la structure, des structures internes de Givaudan, afin de réduire les coûts, simplifier la structure. Ce programme-là était encore déficitaire en 2018, il a été lancé en 2017, mais il est en train de passer bénéficiaire, il devrait passer bénéficiaire sur l'année 2019. Donc toujours de très bonnes perspectives et une accélération de nouveau de la croissance sur ce début d'année. Donc de très bons chiffres pour le premier trimestre. Les parfums au premier trimestre étaient en croissance de plus 8,7%, les arômes de plus 4,3% et l'ensemble des zones géographiques en croissance assez phénoménale. Par exemple, l'Amérique latine faisait plus 17% de croissance. Donc en termes de perspective, on a, je vous disais, une accélération, notamment grâce à une refocalisation des grands groupes de grande consommation sur la croissance. Ils avaient un petit peu lâché et là ils se refocalisent en réinvestissant sur les marques et dans l'innovation pour répondre aux nouvelles tendances du marché, donc évidemment beaucoup de naturel, le bien-être, la transparence, la traçabilité des ingrédients. Autre perspective de bon augure pour cette année, c'est une croissance très forte des pays émergents et des acteurs locaux et régionaux. Et enfin, comme j'évoquais, GBS, donc qui est ce programme d'optimisation interne de Givaudan qui va passer bénéficiaire en 2019 et donc inverser la tendance. Pour finir, je voulais vous présenter Essilor Luxottica. Donc, vous en avez sans doute entendu parler aussi. Je vous rappelle juste que nous, on vous l'avait présenté en avril 2018. C'est une opération de fusion qui avait été commencée tout début de l'année 2017, donc entre Essilor, qui est le leader mondial des verres ophtalmiques, et Luxottica, qui est le leader mondial sur les montures. De fait, Essilor incorpore les activités de Luxottica, mais Delphine, qui est la société holding de Lerno Del Vecchio, fondateur et actionnaire majoritaire de Luxottica, Delphine devient l'actionnaire majoritaire de la nouvelle entité Essilor Luxottica, avec 32% du capital et 31% des droits de vote. On avait vu à l'époque que c'était une fusion avec des synergies claires et un potentiel de création de valeur très important, que ce soit sur l'intégration verticale de la chaîne de valeur de l'optique ou sur un portefeuille de marques et donc une offre élargie, très prestigieuse à la fois dans les verres et les montures de luxe. Alors on a eu un premier trimestre difficile qui a été... Des problèmes de gouvernance ont effectivement pesé sur le titre. Les fusions entre égaux ne sont jamais très faciles, on a eu un peu la preuve en image ici. Les deux parties n'arrivaient pas à se mettre d'accord quant à la nomination d'un nouveau PDG et s'accusaient mutuellement de violer les accords qui avaient été signés tout au début des discussions. À partir du deuxième trimestre, si on regarde à partir donc d'avril, la situation se résout progressivement. La nomination le 17 avril de deux cabinets de chasseurs de tête, Russell Reynolds et Eric Salmon, pour la recherche d'un nouveau PDG. Le 13 mai 2019, soit 3 jours avant l'Assemblée générale, les deux parties se mettent d'accord. Donc on met fin à toutes les procédures judiciaires en cours, on confirme la recherche d'un nouveau PDG d'ici à la fin de 2020, et surtout, ce nouveau PDG, il sera soit un candidat interne, soit externe, mais ce ne sera aucun des dirigeants actuels. Donc ni M. Vachereau, ni M. Del Vecchio, ni leurs bras droits respectifs. Et puis, dans la foulée de l'Assemblée générale des actionnaires à laquelle nous avons assisté également, une réaffirmation, une reconfirmation des synergies qui avaient été évoquées, synergies à 3-5 ans qui avaient été évoquées lors de la fusion. Et nous sommes très confiants
dans leur capacité à obtenir ces synergies et même à les dépasser. Je repasse la parole à Giuseppe. Merci Claire. Merci. Donc, vous avez vu la richesse, je dirais, des entreprises en portefeuille, une actualité également très dense, très riche. Et on va maintenant s'intéresser au mouvement du trimestre en particulier. Donc, on a, vous vous souvenez, un marché qui est redevenu extrêmement cher après les premiers trimestres. Nous en avions profité en essayant je dirais, tirer parti de la dislocation dont on a pu, je dirais, dont le marché a fait état dans la première partie de l'année. Nous avons ensuite, dans le dernier trimestre, pu travailler un petit peu à la marge sur quelques titres très spécifiques. Donc, il y en a deux dont on peut parler ici. Le premier, c'est Aritzia, le deuxième, Ryanair. Donc, ce sont deux titres qui s'ajoutent au portefeuille. Aritzia, c'est une entreprise canadienne dans la distribution textile et on aura l'occasion d'en reparler certainement dans les réunions à venir. Ryanair, je pense que tout le monde doit connaître cette entreprise. Alors, pourquoi Ryanair? Pourquoi maintenant? Parce que Ryanair, les cours, en fait, avaient énormément souffert des Brexit, tout simplement, des conditions un tout petit peu difficiles jusqu'à mars. Vous vous souvenez, on ne savait pas encore si on aurait eu, on ne le sait toujours pas d'ailleurs, une hard Brexit ou un Brexit dur ou pas. Et les problèmes dans les compagnies aériennes, en particulier les compagnies aériennes européennes, c'est qu'ils doivent avoir une majorité d'actionnaires européens. Donc, c'est si les actionnaires anglais, pour une raison ou pour une autre, ne sont plus considérés comme tels, à ce moment-là, ils ne comptent plus, ils sont obligés même à vendre une partie voire la totalité de leurs actions. Donc c'est très compliqué du point de vue technique. En plus de ceci, Ryanair fait face à une situation concurrentielle à court terme, potentiellement problématique et aggravée par la crise, on va dire, du Boeing 737 MAX, dont vous avez peut-être entendu parler malheureusement. Ceci pour nous, c'est véritablement une occasion, une opportunité en fait, de nous positionner sur un titre comme Ryanair, parce qu'il n'y a aucun de ces éléments comporte en quelque sorte un problème à long terme pour l'entreprise. Donc, ceci étant dit, Ryanair comme ASML présente un degré de cyclicité qu'on ne souhaite pas prendre, on va dire un niveau de risque qu'on ne souhaite pas prendre pour les comptes de nos clients. Donc, là encore, nous investissons en options. Donc, finalement, la position Ryanair a été construite de façon optionnelle avec des options à échéance mars 2021. Maintenant, je passe la parole je vais peut-être introduire rapidement les baskets. Donc on quitte l'enterprise speaking, la sélection individuelle, et on va maintenant s'intéresser à la poche longue action dans la sélection collective. Donc comme vous le savez, depuis maintenant plus de 15 ans, nous travaillons sur des facteurs comportementaux et fondamentaux, à la fois pour générer des idées pour la poche longue action concentrée, mais également, depuis plusieurs années, pour construire des baskets ad hoc, que nous créons et nous faisons ensuite exécuter à nos contreparties. Donc, si on regarde rapidement ce que nous avons aujourd'hui dans les portefeuilles, essentiellement, il y a deux types de paniers. Un premier, ici, vous voyez, qui vise, qu'on appelle AB, il vise la construction d'entreprises d'excellente qualité en phase d'accélération. Et le deuxième, GRTR, donc c'est plutôt des entreprises en phase soit de forte croissance, soit de retournement. Pour vous donner une idée, ce sont des entreprises, pour être qualifiées en quelque sorte pour faire partie de ces paniers, ce sont des entreprises qui ne payent pas de dividendes. Donc on cherche des entreprises volontairement qui ne payent pas de dividendes, mais qui soit ils réinvestissent la totalité de leurs actifs
pour générer de la croissance, soit ils sont en phase de retournement. Donc, si on s'intéresse un tout petit peu plus à ces derniers, donc c'est celui que nous avons, ces baskets, ces paniers que nous avons dans les fonds non UCITS. Les poids, ici vous les voyez, la position fait depuis le début de l'année environ 5%, même si on a dû en quelque sorte systématiquement la ramener à 5% parce que la performance a été très satisfaisante. Alors ils ne le diront pas, mais je peux le dire pour eux, la performance de ces paniers a été bien supérieure à 30% sur les semestres. Donc, pour vous illustrer un tout petit peu ces détails, je demande à Giacomo et Joachim, qui sont Giacomo est responsable de deux activités avec moi, donc sur la partie basket et macroéconomique. Donc on va parler rapidement des baskets longues et puis on va revenir avec Joachim sur également les baskets short. Giacomo. Parfait, merci Giuseppe. Bonjour à toutes et à tous. Oui, on va discuter du comportement de la performance des paniers GRTR, EDC déterminant au cours du premier semestre 2019. Alors, je vais rester sur cette slide. Ce qui est intéressant de cette stratégie, c'est qu'elle a bien performé au cours de mois haussiers comme le mois de juin, mais au cours de mois compliqués comme celui de mai, elle a su limiter le retracement à 50% de celui des marchés des indices de référence. Ceci pourquoi? Parce que nous avons des critères de sélection et des règles de gestion de portefeuille qui permettent vraiment de cibler les vraies idiosyncrasies et de les surpondérer au cours de la période de détention. Plus dans le détail, ici sur ce graphique, vous pouvez voir comment ont réagi les différentes composants du panier GRTR au cours du premier semestre. Nous en avons eu 97, et comme vous pouvez voir, il y en a 7 qui ont affiché des performances supérieures à 50%. Le tiers qui a suivi a surperformé le marché. Et le reste du portefeuille a affiché une performance qui se compense. Je vais passer la parole à Joachim pour qu'il vous explique des cas. Bonjour à tous, donc oui, je vais vous parler moi des deux meilleurs performeurs de cette poche GRTR que vous pouvez voir en haut à gauche, qui sont Array Biopharma et Trade Desk. Ce qui est intéressant ici, c'est que même si la performance des deux entreprises paraît très proche, on l'a obtenue de manière extrêmement différente. Donc, j'ai parlé tout d'abord de Array Biopharma, qui est rentré en portefeuille début mars de cette année. C'est une biotech américaine qui a été créée en 1998 et introduite en bourse en l'an 2000. Elle est spécialisée dans l'oncologie, donc la recherche contre le cancer. Et c'est une entreprise qui a réussi au cours des dernières années à nouer de nombreux partenariats avec des leaders du secteur comme Bayer, Pierre Fabre, Roche, AstraZeneca. Mais c'est finalement Pfizer qui s'est proposé de la racheter le 17 juin dernier, moyennant une prime de 62% pour un total de plus de 10 milliards de dollars. Nous avons revendu notre position le lendemain et avons donc réalisé à peu près une performance de 99% en ayant détenu le titre 3 mois et demi. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas l'unique manière de faire de la performance dans cette poche. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant avec Trade Desk, qui est également une entreprise américaine et que nous détenons depuis juillet 2018 en portefeuille. C'est une entreprise qui s'est positionnée sur les enchères d'espaces publicitaires en ligne. C'est une entreprise qui a été créée en 2009 et qui est d'ores et déjà profitable et qui réalise un chiffre d'affaires en progression de 50% sur les 12 derniers mois. Depuis que le titre est rentré en portefeuille, sa performance avoisine les 150%, dont 98% réalisés au cours du premier semestre 2019. Merci. Merci Joachim. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un portefeuille avec des composants très dynamiques et justement cette poche-là est construite vraiment sur la base d'un modèle qui cherche à donner le plus d'espace possible à des très bons performeurs comme Array Biopharma et Trade Desk.
tout en acceptant des contributeurs négatifs comme SecureWorks ou ANSA Medical. On est prêt à l'accepter. C'est le coût de gestion de cette poche. C'est un coût qui est géré de façon active par l'équipe et qui est bien compensé par la distribution des rendements. Juste quant à l'exposition sectorielle, comme vous pouvez voir, 2/3 des noms font partie des secteurs des logiciels et des pharma biotech. Ça ne devrait pas nous étonner, ça ne nous étonne pas en fait, parce que c'est des secteurs qui sont les plus prometteurs, qui ont le plus de potentiel de croissance parce qu'ils développent de nouveaux produits ou de nouveaux services. On peut aussi signaler la présence du secteur retail. Et ça, c'est très intéressant parce que nos critères de sélection arrivent à capter des entreprises qui sont très exposées à l'e-commerce et qui donc arrivent à croître même en dépit d'une concurrence très forte. Je repasse la parole à Giuseppe. Merci Giacomo. Peut-être ce qui est intéressant en conclusion de cette parenthèse sur les baskets, je pense que vous voyez l'intérêt d'avoir un panier de ce type-là dans nos portefeuilles. Ce sont des secteurs généralement dans lesquels l'enterprise picking n'intervient pas véritablement. Et donc c'est très complémentaire. Et aujourd'hui, l'effet d'avoir 5% de ces portefeuilles dans des fonds non UCITS a apporté, par exemple, dans une année comme celle-ci, plus d'1,5% de performance sur les 6 mois. Donc, ce qui explique évidemment encore un peu plus la différence entre les positionnements des fonds non UCITS par rapport aux UCITS. Bien, donc si on repasse maintenant aux perspectives. Donc aujourd'hui, l'exposition des fonds, David en a parlé, reste inférieure à 70% pour Variant Valeur et pas loin de 95 sur les fonds, entre 95 et 98% sur les fonds AIF, donc sur les non-UCITS. Qu'est-ce que nous voyons pour la suite? Alors, je dirais des choses. Le marché est devenu cher, donc nous allons être, comme toujours, extrêmement sélectifs. On serait prêt même à baisser nos expositions s'il le faudra. Autrement, on se concentre sur des entreprises qui présentent une caractéristique essentielle dont je parlais au départ, une véritable capacité à créer de la valeur indépendamment des cycles économiques, puisque comme nous le savons, nous approchons probablement une phase, on va dire, un petit peu potentiellement plus compliquée du point de vue macroéconomique. Bien, donc on va parler des autres stratégies. Maintenant, stratégie de décorrélation. Je commence par les short equity, mais on passera vite aussi au merger arbitrage. Donc sur les shorts, j'essaie d'aller un peu vite. Quel est le rôle de cette stratégie dans notre construction? Comme vous le savez, comme David l'a rappelé même au départ, notre objectif ce n'est pas des hedger, comme on dit, les longs avec du short. C'est pas comme ça qu'on utilise ces savoir-faire, mais c'est véritablement de générer de la performance. Donc c'est une poche qui vise la génération de performance dans des contextes où les portefeuilles longs en général pourraient souffrir un peu plus. Donc imaginez par exemple une période de ralentissement économique ou encore une détérioration importante des conditions de crédit. Donc, ce que nous visons, c'est des cas très spécifiques, typiquement des cas dans lesquels on a une probabilité élevée d'une récapitalisation importante, une restructuration du capital ou encore des situations un peu plus compliquées comme la banqueroute et liquidation à horizon 18-24 mois. Or, comme on reviendra sur la macro tout à l'heure, mais vous le savez parfaitement, on a eu un revirement assez spectaculaire en janvier du processus et un changement radical des postures, notamment de la Fed, de la Banque centrale américaine, et les processus de normalisation de la politique monétaire qui a été enclenché en avril 2018 a finalement été stoppé de façon assez nette en janvier 2019. Et comme on vous l'avait dit à l'époque, on avait
tout simplement recommencer à prendre des positions short, à diversifier, c'est-à-dire en sélection collective en avril 2018. On avait légèrement incrémenté nos poids jusqu'à janvier et depuis les points sont restés je vais aller un peu plus loin pour vous les montrer, sont restés stables avec une exposition cible de 6,3% sur les UCITS et de 7,5% sur les non-UCITS. Alors pourquoi c'est si? Tout simplement parce que l'effet notable du changement de posture de la Banque centrale américaine a été, comme vous le voyez ici, un impact très important sur les crédits. Et du coup, si vous pensez à la caractéristique des entreprises qu'on cherche, l'environnement, pour nous, n'est pas propice. Simplement, aujourd'hui, on est loin du seuil de 7,5% sur la dette spéculative américaine, qui pour nous est le seuil minimum au-delà duquel nous pensons que les marchés fonctionnent correctement. Donc nous sommes bien loin, vous les voyez, les faits, on avait juste dépassé de façon très éphémère ces seuils pour après replonger à des niveaux qui évidemment retournent vers on va dire 2016-2017 en termes des niveaux des prix du crédit spéculatif. Donc ceci est intéressant, même du point de vue de la macroéconomie, mais certainement problématique pour les shorts. Donc aujourd'hui, on pourrait tout simplement sélectionner des entreprises, parce qu'on les connaît, on en a plein, qui vont avoir des difficultés, mais ces mêmes entreprises, même si, on va dire virtuellement en faillite, elles arriveront sans aucun problème à refinancer grâce à l'exubérance du marché du crédit. Donc si on avance rapidement sur ce qu'aujourd'hui nous avons en portefeuille. Donc les paniers BQL Short, c'est un panier composé alors je vais peut-être vous laisser les commenter. Ouais, allez. Donc on va aller rapidement sur les paniers short et on parlera un petit peu de sa performance. Giacomo Joachim encore, merci. Merci. Donc au 30 juin 2019, le panier short était composé de 46 noms, dont vous pouvez observer la qualité moyenne qui est assez dégradée, qui est même très dégradée, avec un niveau d'endettement sur capitaux propres moyen de 55%, rentabilité des actifs négatifs, une valeur d'entreprise et par contre, une valeur d'entreprise sur EBITDA qui est proche de 13 fois, donc assez riche. En moyenne, ces entreprises ne génèrent pas de cash, mais Joachim va vous expliquer plus dans le détail les métriques au cours des prochains slides. Ce qu'on peut parler, ce que je veux vous expliquer, c'est un peu le comportement de ce panier au cours du deuxième trimestre, où en dépit de marchés financiers haussiers, il a su générer une performance positive. Et ce qui est plus important, c'est qu'elle a su générer cette performance au cours du mois difficile de mai, quand le marché, comme quand le MSCI World était en recul de 5,6%, le panier short affichait une performance au-delà de 14%, soit presque 3 fois ce qu'on pouvait s'attendre en shortant tout simplement l'indice. Oui, je passe la parole à Joachim. Merci. Je vais prendre ça. Donc moi, je vais vous parler plus précisément des critères de sélection avec un cas qui illustre à chaque fois. Donc notre premier critère de sélection, c'est la génération de flux de trésorerie dégradé. Sur ce graphe, vous pouvez voir ce qu'on appelle nous le free cash flow yield. Et tout à droite, je vais parler de cette entreprise qui présente un ratio de moins 90%. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que cette entreprise, en l'espace d'un an, a brûlé en termes de trésorerie l'équivalent de 90% de sa market cap. Il s'agit de Borr Drilling qui est rentré en portefeuille au sein de notre portefeuille BQL en décembre 2018. C'est une entreprise qui s'est spécialisée dans les plateformes offshore, qui a été lancée en 2016. À ce jour, l'entreprise dispose d'une flotte de 27 plateformes qu'elle a réussi à constituer en rachetant à bon compte des actifs d'entreprises concurrentes en faillite ou en grande difficulté financière, le tout adossé à de la dette.
Il faut savoir qu'au premier trimestre 2019, cette entreprise avait réussi à mobiliser qu'à peu près un tiers de sa flotte. Donc les clients ne se pressent pas pour lui louer ces plateformes. Et qu'elle va rajouter encore de la capacité d'ici 2020 avec 8 nouvelles plateformes. En outre, c'est une société qui s'est spécialisée dans les plateformes appelées Jack-Up, qui permet de creuser des puits en eau peu profonde. Et depuis 2014 et la chute des cours du pétrole, c'est un marché en grande difficulté. Donc dans ce contexte très défavorable, Borr Drilling continue d'afficher un EBITDA et un flux de trésorerie très négatif, ce qui risque d'être le cas pour les 18 prochains mois à venir. À cet horizon-là, sa dette devrait avoisiner les 2 milliards de dollars, et donc d'un problème de flux de trésorerie, on va sans doute déboucher sur un vrai problème de dette. Ceci donc m'amène à discuter du second critère de sélection, de la grande famille de critères de sélection que l'on a dans notre panier BQL Short, qui est l'endettement. Donc sur ce diagramme en bâton, vous pouvez voir les entreprises qui ont été sélectionnées sur la base d'un net debt EBITDA. Donc c'est les plus grandes barres. Vous pouvez également voir un plus petit diagramme qui concerne net debt sur cash flow from operations, les flux de trésorerie opérationnels. L'entreprise que je vais vous présenter maintenant n'apparaît même pas sur ce petit diagramme. Il s'agit de Kraft Heinz, puisqu'on parle de 35 fois sa net debt sur flux opérationnel. Donc Kraft Heinz, j'imagine que tout le monde connaît, c'est la marque qui produit le fameux ketchup. Elle est rentrée en portefeuille en janvier, suite à un signal qui était un peu plus antérieur que cela. C'est une entreprise qui au moment de rentrer en portefeuille, pesait 56 milliards de dollars en termes de capitalisation boursière. Donc nous arrivons à rentrer des entreprises d'à peu près toute taille en portefeuille. C'est une entreprise qui est issue de la fusion en 2015 de Kraft Food et Heinz, et qui avait été poussée par les actionnaires de Heinz à l'époque, qui étaient 3G Capital et Berkshire Hathaway. Auparavant, ces deux actionnaires avaient sorti de la cote Heinz au cours d'une opération de LBO. Donc c'est de là d'où vient toute cette dette, une opération de LBO, puis une opération de fusion d'Ego. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette entreprise? C'est qu'en février de cette année, ils ont dû effacer de leur bilan un écart d'acquisition résultant de la fusion. Donc ils ont annoncé au marché que la fusion ne se passait pas aussi bien que prévu. Ils ont également réduit le dividende de 40%, un dividende qu'ils ne couvraient de toute façon plus par l'afflux de trésorerie. Et ils ont également annoncé que la SEC ouvrait une enquête sur leurs pratiques comptables. En février, le titre a chuté de 33%. Ce qui n'a pas empêché de chuter de 16% supplémentaires au mois de mai, ce qui explique que Kraft est un de nos meilleurs performeurs également sur le mois de mai 2019. Une dernière chose à savoir, c'est que nous avons couvert cette position début juillet, donc il y a quelques jours, et ce qui correspond plus ou moins à l'époque où la quasi-totalité de l'exécutif de l'entreprise a été remplacée. Merci. Concernant la répartition sectorielle de nos shorts, plus de la moitié sont concentrés dans le secteur des industriels et des matières premières. Ceci est très cohérent avec l'actuel contexte macroéconomique qui est en ralentissement. Surtout, il y a les entreprises investissent moins. C'est cohérent avec la guerre commerciale. C'est cohérent avec la baisse des prix de matières premières. Cette répartition, ce que je veux souligner aussi, c'est que cette répartition montre aussi l'adaptabilité de nos critères de sélection, vu qu'on arrive on arrive vraiment à s'exposer à des secteurs qui sont en difficulté. Je repasse la parole à Giuseppe. Merci. Merci Giacomo, merci Joachim. Donc on revient maintenant, avant de passer au merger arbitrage, je pense que vous voyez l'ensemble de l'arsenal que nous avons à disposition. C'est un arsenal très vaste qui s'adapte au contexte économique différent. Aujourd'hui, vous avez vu au niveau des shorts, on a déployé tout simplement 6,3 ou 7,5% dans nos fonds, donc c'est très léger. Mais ces savoir-faire et le travail remarquable fait par l'équipe nous permettront
d'être beaucoup plus actifs lorsque les conditions macroéconomiques devaient être plus favorables à ce secteur-là. Maintenant, on va passer la parole à l'équipe du merger arbitrage qui va nous parler de la deuxième stratégie de décorrélation, les situations spéciales. Merci. Bonjour à tous. Je vais vous faire une présentation un peu de ce que sont l'arbitrage de fusion-acquisition chez Varenne. Ensuite, on viendra sur les performances du premier semestre. On vous présentera un petit cas d'investissement pour illustrer comment on travaille et on finira par nos perspectives pour le reste de l'année. Lorsqu'on parle d'arbitrage de fusion-acquisition chez nous, on ne parle que d'opérations annoncées et amicales. Vous n'avez pas d'hostile chez Varenne, vous n'avez pas de rumeurs, ces opérations qui sont trop risquées. On sécurise l'univers et on travaille uniquement sur les marchés développés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. À l'instar des autres stratégies, on bénéficie d'un framework propre avec des outils propriétaires, des processus structurés et une équipe dédiée de 3 personnes composée d'Aliénor Cazel, de Michael Ifra et de moi-même. Alors quelle est l'utilité d'avoir de l'arbitrage de fusion-acquisition dans nos fonds? Il est triple. D'une part, on ajoute du rendement au portefeuille, on réduit la volatilité générale de nos fonds et également on réduit la corrélation avec les marchés. Pour bien comprendre comment ça marche, il y a 3 facteurs clés à prendre en compte. Les taux d'intérêt, lorsqu'ils sont bas, l'espérance de gain sur la stratégie est faible, c'est actuellement le cas, c'est une contrainte pour nous. Le deuxième facteur à prendre en compte, c'est la volatilité. Lorsqu'il y a de la volatilité, on peut capter une meilleure rentabilité. C'est quelque chose qu'on a observé lors de l'été 2015, lors du Brexit, et également l'année dernière, mais aussi plus récemment au mois de mai. Quand je dis capter plus de rentabilité, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que l'écart de prix entre le prix d'une offre et le prix de l'action sur le marché augmente. Là, par exemple, on a le mois de décembre de l'année dernière, que vous avez tous vu comme assez stressé. Autour du 21 décembre, on avait un pic de volatilité. On voit que sur ces 2 opérations, Dun & Bradstreet et Gemalto, la rentabilité affichée sur le marché, captable, peut tripler. Sur Dun & Bradstreet, par exemple, on passe de 1% à plus de 3%. C'est ces fenêtres de tir que l'on cherche chez Varenne pour déployer du capital, ce qui nous permet de capter un meilleur rendement, de décorréler les fonds, parce que les marchés ont beaucoup plus baissé que ce que c'est stress, et de décorréler les portefeuilles. Donc taux d'intérêt, volatilité. Le troisième facteur à prendre en compte, c'est la capacité. Plus on est d'arbitragistes à travailler sur les spreads, évidemment, plus la rentabilité captable par arbitragiste est contrainte et stressée. Et la capacité de cette stratégie a quadruplé depuis 2013 pour s'établir aujourd'hui à peu près à 68 milliards d'actifs sous gestion de fonds spécialisés dans cette stratégie en dehors de leur levier. Donc c'est une grosse contrainte de travail pour nous. Néanmoins, dans ce contexte qui reste moyennement favorable à la stratégie, on est parvenu, au cours du premier semestre, à augmenter notre exposition sur les fonds UCITS de 10% à environ 20% et sur les fonds professionnels de 15% à environ 25% sur le semestre. Je vous ai parlé de volatilité avant comme un moment qu'on utilise pour déployer du capital. Il y a eu de la volatilité l'année dernière au 4e trimestre, on le sait tous, cependant notre exposition a diminué. Pour en dire un mot, le stress que nous avons connu l'année dernière, au dernier trimestre, est lié au leverage loan, donc était lié aux prêts à effet de levier qui sont utilisés pour faire des opérations de fusion-acquisition. Donc nous étions capables de déployer du capital sur les opérations déjà annoncées, simplement moins d'opérations ont été annoncées, du coup notre univers d'investissement s'est restreint, ce qui explique la baisse d'exposition en fin d'année dernière. Ce qui est très différent avec la légère phase de stress qu'on a eue au mois de mai, qui était plus liée à la guerre commerciale sino-américaine. Ça n'a pas réellement impacté le cycle M&A. Ça nous a permis, ces opérations qui existaient déjà, d'augmenter notre exposition ou de rentrer dans certaines. C'est là où on ajoute de la valeur chez Varenne. On n'est pas investi statistiquement sur l'ensemble de l'univers. On attend ces fenêtres de tir. On a les outils pour repérer les opérations qui s'écartent et on a la capacité et la force d'analyse pour trouver celles qui ne présentent pas beaucoup plus de risques par rapport aux annonces faites avant cette guerre sino-américaine. C'est dans ce contexte qu'on a réalisé une performance, une rentabilité nette annualisée de 4,57% sur les opérations qui sont terminées au cours du premier semestre. On a quasiment renouvelé la totalité du portefeuille au cours du second trimestre. En gris, vous avez les nouvelles opérations, ce qui augmente, si on fait la somme des 2 tableaux, la rentabilité nette annualisée combinée de notre portefeuille à environ 5,25% sur le semestre. La stratégie de situation spéciale, c'est 40 points de base de contribution dans vos portefeuilles
Au premier semestre pour les UCITS, 50 points de base de contribution dans les portefeuilles sur les fonds professionnels. Et actuellement, les opérations en cours doivent encore délivrer une vingtaine de points de base au cours de la seconde partie de l'année. Alors pour illustrer un peu comment on travaille, on va parler d'un cas d'investissement aujourd'hui. Il s'agit du rachat de Red Hat par IBM qui a été l'un des plus gros rachats annoncés en 2018. Et tout d'abord, je vais vous présenter Red Hat qui est la cible de l'opération, très succinctement. Il s'agit d'une société américaine, un éditeur de logiciels, qui a été créé dans les années 90 et qui est le champion mondial de l'open source. Alors, un petit mot sur l'open source. Il s'agit en fait de créer un logiciel et d'en rendre public le code pour que n'importe quel développeur puisse contribuer à ce logiciel. C'est-à-dire que la société ne fait pas son chiffre d'affaires sur le logiciel finalement. La société va faire le chiffre d'affaires sur tous les services autour de ce logiciel. La maintenance, l'assistance, la sécurisation, les serveurs fournis avec. C'est là-dessus que Red Hat va faire son chiffre d'affaires et elle va contribuer toujours son code à l'open source pour aussi que des développeurs externes contribuent. Si on regarde un peu plus les produits de Red Hat, le premier segment, c'est l'infrastructure IT, donc c'est 63% du chiffre d'affaires. Il y a deux gros logiciels à connaître, c'est leur Linux, je ne sais pas si vous êtes familier avec, mais en quelque sorte, c'est un système d'exploitation, donc c'est comme Windows, c'est plutôt à destination des serveurs. Deuxième logiciel, c'est un hyperviseur qui s'appelle le Red Hat Enterprise Virtualization. C'est un logiciel qui permet de démultiplier la capacité d'une machine, c'est-à-dire plutôt qu'avoir un serveur pour un client, on met un hyperviseur sur le serveur et ce serveur peut être séparé dans 10 clients. Donc on peut séparer la capacité d'une machine sur plusieurs personnes. La deuxième partie de leur business, c'est le développement d'applications en cloud hybride. C'est 25% du chiffre d'affaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette partie, ce que je vais laisser à Mickaël le soin de vous l'expliquer. C'est vraiment le rationnel, c'est là-dessus que IBM fait son pari lors du rachat de Red Hat. La dernière partie, c'est des services et des consulting. Red Hat, c'est 3,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2018. C'est une croissance à deux chiffres, 15% à périmètre constant, 88% du chiffre d'affaires est récurrent, une marge opérationnelle de plus de 15%. Ils délivrent des flux de trésorerie libres de près d'1 milliard de dollars l'année dernière pour une capitalisation boursière après la prime d'offre de 33,4 milliards de dollars. Red Hat sont achetés par IBM, qu'on appelle aussi Big Blue. Vous le connaissez tous. Qu'est-ce qu'ils font dans la pratique ? 64% de ce que fait IBM aujourd'hui, c'est des services. Donc, on va parler de conseils métiers, de gestion, de maintenance, d'externalisation d'infrastructures IT. On parle de 190 000 employés dans plus de 160 pays. La deuxième partie de leur activité est sur les solutions d'intelligence artificielle, qu'elles soient déployées dans le cloud, dans différentes industries. Et enfin, ils font 12% de leur chiffre d'affaires sur du matériel informatique. Ce n'est plus des ordinateurs classiques, ça ils l'ont vendu. C'est plutôt des ordinateurs centraux ou des supercalculateurs sur lesquels IBM reste un des leaders mondiaux. En 2018, IBM c'est 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires, une marge opérationnelle de l'ordre de 15%. Pour une capitalisation boursière près de 4 fois supérieure à celle de leur cible, à celle de Red Hat, à 122 milliards de dollars. Je vais laisser le soin à Mickaël de vous présenter le rationnel de l'opération et comment on déploie notre analyse. Merci Bertrand. Bonjour à tous. Hop. Alors Bertrand vous a présenté les deux sociétés. On va maintenant s'intéresser à la logique de cette opération, donc au rationnel de l'opération. En rachetant Red Hat, IBM fait un pari sur le modèle du cloud hybride. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le cloud hybride ? Eh bien en fait, il s'agit d'un modèle d'infrastructure informatique selon lesquels les entreprises ne transféreront pas toutes leurs données vers le cloud, mais en garderont aussi une partie importante sur leur propre serveur. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui on pense qu'à peu près 80% des données des sociétés sont conservées chez elles sur leur propre serveur et que seulement 20% ont été migrées vers le cloud. Alors pourquoi est-ce que IBM pense que ce modèle va être un modèle qui va se répandre ? Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, les sociétés, elles ont réalisé des investissements importants dans leurs infrastructures informatiques. Donc elles veulent toujours pouvoir capitaliser sur ces investissements. D'autre part, ces sociétés, elles ont une volonté de ne pas dépendre d'un seul fournisseur de cloud qui détiendrait toutes leurs données. Par exemple, avoir toutes leurs données chez Amazon Web Services. Ou encore, dans certains secteurs, comme par exemple la banque ou l'assurance, vous avez une problématique sécuritaire avec des sociétés qui préfèrent garder des données sensibles sur leur serveur plutôt que de les avoir chez un fournisseur de cloud dans le cloud public. Cette acquisition, c'est aussi un revirement stratégique pour IBM. IBM a fait un constat, c'est que IBM est à la traîne sur le secteur du cloud public. En effet, le produit d'IBM, IBM Cloud, se classe très loin derrière le leader du marché
Amazon Web Services ou encore les produits de Microsoft ou de Google. Donc l'idée pour IBM, ça va être non pas d'être un fournisseur de cloud public, mais de se positionner en tant qu'intermédiaire entre ces fournisseurs de cloud public et le service informatique des sociétés. Donc quel est l'intérêt ? Eh bien cela va permettre aux consultants de la division service d'IBM de pouvoir générer du revenu supplémentaire, puisque ces consultants vont travailler à la fois avec les fournisseurs de cloud public et avec le service informatique des sociétés. Et d'autre part, ça va permettre à IBM de pouvoir conserver son importante clientèle de sociétés qui utilisent ses ordinateurs centraux et de pouvoir l'accompagner vers son changement de modèle informatique, vers un modèle hybride. Comme l'a dit Bertrand tout à l'heure, Red Hat, c'est aussi une société qui a une marque forte sur laquelle IBM souhaite capitaliser. Red Hat a une autorité très forte, notamment du fait de sa contribution importante à la communauté open source. Et justement, IBM a l'intention de garder la marque Red Hat. Donc la marque Red Hat restera et le management de Red Hat va continuer à opérer la société post-acquisition pour capitaliser sur cette notoriété. Donc voilà pour la logique de l'opération. Si on s'intéresse maintenant aux détails de cette offre, donc c'est une offre qui a été annoncée le 28 octobre dernier et c'est une offre en cash. Pour une action Red Hat, les actionnaires vont recevoir $190 en cash. Donc cela représente une prime très importante de 63% sur le cours de Red Hat avant l'annonce de l'opération. Cette transaction, elle est soumise à plusieurs conditions. Il fallait d'abord obtenir le vote des actionnaires de Red Hat, qui devaient valider à la majorité l'opération. Donc ce vote a été obtenu le 16 janvier dernier. Et la condition principale était l'obtention des autorisations des autorités antitrust dans plusieurs juridictions. Donc vous les avez ici, je ne vais pas toutes les citer, mais notamment aux États-Unis et en Europe. Cette condition, c'était vraiment la condition principale de l'opération et la raison pour laquelle il y avait une rentabilité importante sur cette opération, puisque les investisseurs voyaient cette condition comme un risque de non-événement important. Et on va revenir sur la façon dont on l'a analysé dans un instant, mais c'est justement à ce niveau-là qu'on a pu apporter de la valeur ajoutée sur l'opération. Pour ce qui est du financement de l'opération est financée pour partie en cash pour 41% via la trésorerie d'IBM et pour partie en dette, sachant qu'IBM a réalisé une émission obligataire de 20 milliards de dollars le 8 mai dernier pour financer cette acquisition. Donc on va maintenant passer au point clé de l'analyse qui est notre analyse antitrust, donc l'analyse de la condition antitrust. Donc déjà, qu'est-ce que c'est pour nous que de faire une analyse antitrust ? Il va s'agir de comprendre si, après leur fusion, les deux sociétés seraient en situation de quasi-monopole sur un secteur d'activité en commun, auquel cas les autorités antitrust pourraient prendre la décision de bloquer l'opération. Alors comment est-ce qu'on va procéder ? Tout d'abord, on va regarder le cadre légal de l'opération. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va regarder le contrat de fusion-acquisition entre IBM et Red Hat et on va regarder quelles sont les clauses qui ont attrait à l'antitrust. Ici, dans ce contrat de fusion-acquisition, eh bien, le contrat prévoyait la potentielle mise en place de cessions d'actifs pour satisfaire les autorités antitrust en cas de problème, dans la mesure où ces cessions d'actifs n'avaient pas un effet significatif défavorable sur IBM ou sur Red Hat. Ce que l'on doit faire ensuite, c'est comprendre quel est le segment d'activité en commun aux deux sociétés. Donc pour ça, c'est simple, on va prendre tous les segments d'activité de la cible de Red Hat, on va prendre tous les segments d'activité de l'acheteur et on va voir quels sont les segments d'activité que les deux ont en commun. Ici, en l'occurrence, il s'agissait de la vente de logiciels middleware de type serveur d'application, donc c'est un nom un peu barbare. En fait, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agit d'une couche logicielle qui va permettre aux développeurs de pouvoir créer et développer des applications et qui va en plus leur fournir un serveur sur lequel elles pourront exécuter ces applications. Ce marché, c'est un marché qui fait 5,4 milliards de dollars au niveau mondial. Et après la fusion, eh bien, l'entité combinée Red Hat et IBM aurait 33% de part de marché, ce qui en ferait le deuxième acteur mondial derrière le produit d'Oracle. Alors ensuite, on doit comprendre comment est-ce que les autorités antitrust vont analyser le marché, comment est-ce qu'elles vont le définir, de façon à pouvoir prendre leur décision de bloquer ou non l'opération. Donc à ce moment-là, comment on fait ? Eh bien, on va regarder des décisions passées des autorités antitrust sur des cas similaires. Là, en l'occurrence, on a étudié deux cas. On a étudié le rachat de EMC par Dell, qui a eu lieu en 2016, et on a aussi étudié le rachat de Sun Microsystems par Oracle, qui a eu lieu en 2009. Donc, qu'est-ce que nous ont appris l'étude de ces deux cas ? Eh bien, c'est que les autorités antitrust considèrent le marché comme un marché qui est global, donc la concurrence est internationale, et d'autre part, et c'est le point le plus important, elles considèrent que les logiciels gratuits qui sont disponibles en version open source, eh bien, sont en compétition avec les logiciels payants qui sont par exemple fournis par Red Hat et IBM. Donc, pour renforcer notre analyse, on a parlé aussi à des experts du secteur. On a parlé par exemple à quelqu'un de chez SAP.
on a parlé à quelqu'un qui travaille chez Amazon Web Services, et ces personnes nous ont renforcé dans l'idée qu'aujourd'hui, les logiciels qui sont les plus utilisés par les développeurs, eh bien, ce sont justement ces logiciels gratuits qui sont disponibles en version open source. Aujourd'hui, vous avez 60% par exemple des développeurs qui utilisent Apache Tomcat, qui est un middleware qui est disponible en version gratuite. Donc cela nous a conforté dans l'idée qu'il n'y avait pas un risque antitrust très important sur l'opération, parce que si jamais IBM et Red Hat décident d'augmenter les prix de leurs solutions, eh bien en fait tous les développeurs allaient se tourner vers les solutions gratuites qui sont disponibles en version open source. Donc à travers une analyse très structurée, on est venu à la conclusion que les autorités antitrust allaient approuver l'opération. Donc on a proposé cette opération au comité d'investissement qui l'a validée et on a initié une position dans l'opération le 18 décembre dernier. Depuis qu'on a initié la position, les autorisations antitrust ont été obtenues par exemple aux États-Unis et en Europe. On attend toujours l'autorisation au Brésil, au Japon et en Corée du Sud. On envisage que l'opération devrait se terminer au 4e trimestre prochain. C'est une opération qui a été très rentable pour nous, enfin qui est très rentable, sur laquelle on réalise une rentabilité nette de 6,55%, une rentabilité nette annualisée de 8,33%, et c'est aussi le premier contributeur à la performance de la stratégie, puisque cette transaction a rapporté 15 points de base de contribution depuis le début de l'année. Donc voilà, vous avez un exemple un peu de comment est-ce qu'on analyse un cas. On va maintenant passer aux perspectives sur le cycle M&A. Ce qu'on peut dire, c'est que ce semestre, globalement, on avait un niveau d'activité qui reste toujours très élevé. On a eu 2000 milliards de dollars de transactions qui ont été annoncées. Alors il y a plusieurs facteurs qu'on évoque de manière récurrente, mais qui continuent à soutenir le cycle. Premièrement, les conditions de financement restent extrêmement favorables pour les acquéreurs, que ce soit pour faire des acquisitions où ils vont payer en cash, puisque les taux d'intérêt sont historiquement bas en Europe, et maintenant on parle aussi d'une baisse des taux aux États-Unis, ou bien pour réaliser des opérations où ils vont payer avec leurs actions, puisque la valorisation des entreprises aujourd'hui est extrêmement élevée. D'autre part, on a aussi des mouvements de fonds de consolidation dans certains secteurs pour résister à des pressions concurrentielles de plus en plus fortes. On parle parfois de phénomènes d'ubérisation ou d'amazonisation, notamment dans le secteur de la santé. Et enfin, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a eu un très fort niveau d'activité des private equity. Les private equity qui ont représenté 13% de l'activité M&A ce semestre, ce qui est le plus haut niveau depuis 2013. Et ces private equity, ils ont aussi un niveau de dry powder très élevé. Alors qu'est-ce que c'est que le dry powder ? Eh bien, en fait, ce sont les fonds qui ont été levés par les fonds de private equity, mais qui n'ont pas encore été déployés pour réaliser des acquisitions. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est à 1500 milliards de dollars de dry powder, ce qui représente un plus haut historique. Et donc, ces private equity ont une forte capacité de faire des acquisitions et ils devraient continuer à soutenir le cycle. Pour ce qui est des points négatifs, on note toujours plusieurs risques qui pèsent un peu sur l'activité. On en a parlé plusieurs fois, mais il y a toujours un risque antitrust qui est de plus en plus important. Les autorités antitrust ont été renforcées dans toutes les juridictions, notamment dans les juridictions périphériques, comme par exemple la Chine, où il y a eu des recrutements importants. Ce qu'on peut noter ce semestre aussi, qui est vraiment important, c'est qu'on a une baisse très flagrante des transactions transfrontalières, moins 75% par rapport au semestre précédent, ce qui résulte de deux choses, de la trade war entre l'Amérique et la Chine, et aussi surtout de la politique très protectionniste de Donald Trump, notamment vis-à-vis des investissements étrangers en Amérique. Enfin, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a des disparités géographiques très importantes. La quasi-totalité de l'activité ce semestre a eu lieu aux États-Unis. Tous les gros blockbusters étaient des blockbusters américains. Et à contrario, on a un ralentissement important en Europe où l'activité est en baisse de 57%, ce qui peut s'expliquer par des craintes sur la croissance, des risques géopolitiques avec le Brexit, et enfin moins d'acteurs internationaux qui ont été rachetés des cibles européennes ce semestre. Globalement, si on fait le bilan, on est confiant sur l'environnement M&A pour le reste de l'année. La stratégie devrait continuer à avoir une exposition importante dans les portefeuilles et elle devrait continuer aussi à contribuer de manière positive sur le reste de l'année. Je vous remercie, on sera bien évidemment à votre disposition plus tard si vous voulez discuter aussi bien du cas ou de la stratégie. Et je vais repasser la parole à Giuseppe pour la suite. Merci Michael. Très bien, donc nous arrivons à la... Voilà, nous arrivons aux couvertures macroéconomiques. Donc, juste j'en profite pour un peu résumer rapidement comment on utilise ce qu'on vient de présenter essentiellement et qu'est-ce que vous pouvez attendre du côté des résultats.
Tout simplement, dans ces schémas, on peut imaginer à gauche des situations de type que l'on appelle bénin, ou bénignes plutôt, des situations bénignes au niveau macroéconomique ou des marchés, et des situations dégradées sur les deux colonnes de droite. Donc, comment nos fonds vont devoir se comporter et qu'est-ce que vous pouvez attendre en fait, en quelque sorte de notre gestion? Eh bien, si nous restons dans des situations plutôt bénignes ici, avec ou sans inflation, la majeure partie de la performance, elle sera délivrée dans la durée par la qualité des entreprises que nous avons dans la poche longue action, également par les opportunités qu'on peut capter sur les shorts lorsque l'environnement commence à se détériorer, et les opportunités également qu'on peut avoir sur les mergers arbitrages qu'on vient de présenter. Ces deux dernières stratégies ont déjà un rôle de décorrélation, mais si on va vers quelque chose d'un peu plus problématique, donc on va vers un marché qui va au-delà d'une simple correction ou même d'un bear market, si on a une économie qui commence à se dégrader fortement, c'est pour cela que nous avons prévu les couvertures macroéconomiques. Et vous voyez, lorsqu'on on rentre dans ce genre de turbulences, les H que vous avez là, ça veut dire hedging, c'est là où nous voulons avoir un dispositif de couverture qui prenne les relais. Alors, comment fonctionne? Je crois que David l'a évoqué rapidement, avec un budget 1,5% maximum par an. Et aujourd'hui, alors sans faire les tours du monde, ce que vous le savez, aujourd'hui la situation économique est rentrée déjà depuis quelques mois dans une phase un tout petit peu nouvelle. Nous sentons un ralentissement, comme on l'avait déjà évoqué il y a 3 mois, qui se propage sur certains pays comme la Chine. On a l'exemple des ventes automobiles, par exemple ici, qui se propage de l'investissement à la consommation. C'est potentiellement dangereux. On l'a vu. On voit ici la croissance qui se dégrade de façon assez constante depuis le lancement de la guerre commerciale en Chine, et la réponse assez homogène des banques centrales qui essayent d'injecter de la liquidité pour stimuler l'économie. Vous voyez ici la baisse des taux des réserves obligatoires toujours en Chine. De la même façon, en Europe, on voit une tendance à la baisse de la croissance du PIB. Et aux États-Unis, pour le moment, les choses vont encore plutôt bien. Mais les changements de posture de la Banque centrale américaine, de la Fed, ici, comme vous nous avez dit il y a 3 mois, on n'était pas du tout d'accord avec l'idée qu'ils soient les fruits on va dire d'une réaction au tweet incendiaire de M. Trump. C'est la prise de conscience d'un changement assez important des régimes dans l'économie. Et ces régimes, ce changement de régime, nous on les voyait, comme eux d'ailleurs, dans des indicateurs avancés. Et ces indicateurs avancés étaient devenus problématiques en décembre, surtout si on les imaginait en combinaison avec un marché en baisse comme celui qu'on a vu en décembre. Et c'est ceci qui a porté la Fed à changer complètement de politique, à décider d'arrêter les cycles de hausse d'un côté, des taux d'intérêt, mais aussi de terminer, comme on l'attend en septembre, la réduction de son bilan. Donc dans ces contextes, on a une réaction qui est claire. D'un côté, on stimule l'économie, mais de l'autre côté, on revient dans les risques de créer des bulles assez importantes, donc on peut les appeler des déséquilibres importants. Ces déséquilibres sont les prix potentiellement à payer pour ces politiques monétaires assez, je dirais, extrêmes, qui sont à la fois d'ordre conventionnel et non conventionnel. Donc si on regarde, par exemple, l'évolution des leverage loans, des prêts effets de levier, on voit immédiatement l'effet de ces politiques dans la durée. Et qu'est-ce que cela veut dire? Au fond, dans un système économique dans lequel la dette avait déjà grossi de façon beaucoup plus que proportionnelle par rapport à la croissance du PIB, on est dans un risque de réflexivité. Alors c'est quoi le risque de réflexivité? C'est tout simplement l'effet que du moment où les agents économiques sont poussés à prendre du risque pour chercher du rendement par l'action des banques centrales, c'est à ce moment-là que l'endettement, notamment au niveau de l'endettement, monte. Lorsque
on pousse en quelque sorte à chercher du rendement dans les actifs risqués, finalement on fait en sorte que les prix actifs soient gonflés artificiellement, et ceci passe notamment par la dette. On abandonne la dette souveraine et on va se reporter sur la dette corporate, la dette émergente, d'autres types d'instruments de dette qui voient des flux extrêmement massifs et qui font que finalement ils créent aussi au niveau de l'économie réelle une disponibilité de crédit qui est comme on le disait tout à l'heure, les rappelait les équipes de merger arbitrage, à un plus haut historique. Donc ainsi faisant, donc on a la disponibilité de crédit impacte directement sur les prix actifs comme il impacte sur la solvabilité des entreprises à court terme. Donc on a une augmentation artificielle de la solvabilité, tout simplement parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit à plusieurs reprises dans la présentation, on peut se refinancer très facilement, même si finalement on n'en aurait pas véritablement les fondamentaux. Donc c'est les risques, et les risques, on les voit très facilement, et c'est par ces diapositives. Lorsque vous avez sur la ligne jaune les pourcentages des émetteurs avec notation spéculative qui atteint le plus haut, vous avez les plus bas en termes de défauts. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, les défauts sont ici sur l'échelle de gauche. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que la disponibilité et les niveaux auxquels on est disposé à octroyer du crédit fait que les entreprises aujourd'hui semblent être dans une situation de force et semblent ne plus avoir aucune difficulté à rembourser intérêts et capital. La réalité est bien autre, et on le sait, c'est que juste on est dans une phase du cycle qui est extrême, et que à chaque fois qu'on a connu ce genre d'excès, finalement, il y a un moment où on devra tout simplement purger les systèmes avec forcément des défauts d'un côté et des prix des actifs qui doivent se réajuster à la baisse. C'est contre ces risques que nous avons œuvré depuis 2017 à créer un dispositif de couverture économique assez varié, qui aujourd'hui couvre, je dirais, 4 dimensions. La première, c'est les taux d'intérêt. On va peut-être en parler rapidement avec Giacomo. Le deuxième, c'est les risques des marchés à proprement parler. Vous voyez, la deuxième et troisième ligne sont des options put sur l'Eurostoxx ou sur les meilleurs entre l'Eurostoxx et les Nikkei. Ensuite, on a la troisième dimension, c'est les matières premières. Alors, je passe sur les devises, 30 secondes. Les matières premières avec une put mars 2022 sur le pétrole, sur les Brent. Et enfin, les crédits, quatrième dimension, avec deux CDS, en fait un CDS et des tranches de CDS dont je vous avais parlé la dernière fois, à la fois les premiers sur la dette financière subordonnée européenne. Pourquoi? Parce que en Europe, nous pensons que les banques restent les maillons faibles de la chaîne, et aux États-Unis, en complément du premier, des tranches des CDS sur les crédits corporate américains. Donc, je vais juste, on va peut-être parler de deux nouvelles positions. Donc, les deux premières, très rapidement. Les premiers, c'est, je laisserai Giacomo peut-être nous en dire un peu plus, c'est une position sur le différentiel entre les 10 ans et les 2 ans, les taux à 10 ans et à 2 ans américains. Vous avez souvent entendu parler d'une courbe plate. Giacomo, peut-être tu peux nous en dire un peu plus. Merci. Oui, allô. Oui. Okay, oui, récemment, la presse a été très vocale sur le fait que le différentiel sur les taux, sur les T-bonds américains était en train de baisser de façon significative. On peut le voir effectivement sur le graphique. La courbe s'est aplati, et ce bruit est effectivement quelque chose qui a du sens, parce que historiquement, comme vous pouvez le remarquer sur le graphique, l'aplatissement de la courbe ou même son inversion a précédé des périodes de récession des premières années 80, des années 90, de 2001 et de 2008.
Et cela a aussi contribué à une chute des marchés actions. Pourquoi ça? Donc historiquement, c'était un indicateur précurseur, et du point de vue théorique, elle nous explique quoi la pente des courbes des taux? Le différentiel des taux, c'est l'interaction des attentes de marché sur les mouvements des taux directeurs de la Réserve fédérale et les attentes plus long terme sur les taux de croissance et les taux d'inflation. En bref, quand le différentiel est élevé, ça signifie que le marché il est positif, il y a un sentiment positif sur le marché, parce que la banque centrale stimule la croissance au court terme, et le marché estime que la croissance et l'inflation au moyen terme seront plus fortes qu'aujourd'hui. Or, la situation actuelle est celle d'une courbe plate. Pourquoi? Parce que les taux 10 ans, donc les attentes à moyen long terme de croissance, se sont détériorées. Et même en dépit du changement de la posture de la Fed, les taux 2 ans n'ont pas baissé autant. Cette situation de courbe plate et inversée a des conséquences importantes, notamment sur 3 axes. Premièrement, ça empêche la transformation bancaire. Donc les acteurs financiers, les banques en prémisse, mais aussi les fonds d'investissement ou les agences spécialisées, ne peuvent plus se financer à court terme à des taux bas, et prêter ces fonds à long terme à des taux plus élevés. Deuxièmement, les agents économiques sont poussés à prendre de plus en plus de risques, justement pour compenser vu que ils peuvent plus actuer la transformation bancaire, ils sont obligés à prendre de plus en plus de risques de crédit et ou de liquidité, sans forcément se soigner que ce risque additionnel soit récompensé. Troisièmement, ça a un impact négatif sur la confiance globale, que ce soit des entreprises, des consommateurs ou de tout autre agent économique. C'est pour cela qu'une courbe plate ou inversée ne représente pas un équilibre soutenable au moyen terme. Forcément, il doit y avoir quelques événements qui vont, entre guillemets, redresser la situation et refaire augmenter le différentiel. Nous estimons que les 2 scénarios les plus probables, mais il peut y en avoir d'autres, soit le scénario de la récession économique, soit le scénario d'accélération de la croissance. Dans le premier scénario, il y a une récession. La Réserve fédérale, à la suite de ces données économiques mauvaises, va baisser les taux d'intérêt. Cela entraînera à la baisse les taux court terme. La baisse des taux court terme va faire en sorte que les investisseurs vont avoir des attentes, vont s'attendre à une croissance plus forte dans le moyen terme. Et donc, le différentiel s'écarte à nouveau grâce au mouvement des taux 2 ans et des taux 10 ans. Dans le deuxième scénario, le deuxième scénario, celui de l'accélération de la croissance. Ça fait des trimestres que les investisseurs estiment qu'on est proche d'une récession, et il pourrait suffire quelques données macroéconomiques positives, comme on l'a vu vendredi dernier avec les nouveaux emplois aux États-Unis, que la courbe peut reprendre une pente positive, parce que les taux 10 ans vont accélérer plus rapidement que les taux court terme. Donc, comment essayer de profiter de scénarios insoutenables et comment nous protéger d'une récession économique ou bien d'une accélération qui peut amener à de l'inflation. Nous avons fait un
un sondage de tout type d'instruments et de tout type de taux, et nous sommes arrivés à la conclusion que la meilleure option, c'était celle d'acheter un call sur le CMS 2 ans, 10 ans Libor. Comme vous pouvez le voir, le spread de 2 ans, 10 ans était au plus bas. On est en zone d'achat ici. Nous avons acheté ici. Et cela après 5 ans de chute libre. Donc le spread, il était au minimum. On a payé 12,35 bips pour acheter un call avec prix d'exercice à 50 bips. Et nous avons couvert 100% de notre notionnel. Quant au potentiel de la protection de cet instrument, nous pouvons voir que déjà il y a un début de hausse du différentiel. Et comme vous pouvez voir, le strike et le prix d'exercice, il est libellé en noir. Et nous pouvons voir que donc, le potentiel de couverture il est intéressant parce que non seulement le différentiel peut augmenter de façon significative, mais il a tendance à augmenter au moment où la récession ou l'effondrement de marché est plus importante. Donc si vous avez des questions après, on peut le voir après. Merci. Merci beaucoup Giacomo. Donc voilà, vous voyez, ça c'est les premiers instruments sur les taux. Donc je crois que c'est assez intéressant de comprendre pourquoi une courbe dite inversée est potentiellement problématique et ce qu'on peut observer sur ces graphiques, la rapidité et l'inversion, c'est ce qu'on peut, on va dire, jouer entre guillemets sur une protection de ce type-là. Alors, ce qu'a dit Giacomo, je trouvais intéressant également les scénarios numéro 2, donc l'accélération de la croissance. Donc, c'est une couverture un peu particulière parce qu'elle peut couvrir 2 cas un peu extrêmes, on va dire non seulement celui de la récession économique, mais même un cas plutôt favorable. Et donc, on pourrait avoir finalement une issue favorable à cette couverture, même en cas sans avoir forcément à faire face à une crise. Donc la deuxième nouvelle position, donc ça c'est la nouvelle position qu'on a mis en place pendant les derniers trimestres. La deuxième, c'est sur une couverture sur les marchés. Alors comme je le disais, plusieurs thèmes. Les taux d'intérêt, on vient d'en parler. Généralement, lorsqu'on crée une couverture, on privilégie une couverture qui nous permette potentiellement d'avoir une issue favorable en cas de crise, mais aussi de potentiellement avoir une issue favorable même si l'événement ne se manifeste pas. Donc ce qu'on vient de dire, par exemple, dans les cas d'une croissance qui s'accélère pour les taux. L'exception, je dirais, à la règle, c'est des couvertures sur les marchés. Alors, lorsqu'on fait une couverture directement sur les marchés, les risques des marchés ou sur les marchés, comme celle-ci, donc on put sur l'Eurostoxx, on va chercher à obtenir une asymétrie plus importante par rapport à un call ou un put traditionnel. Donc, prenons l'exemple de cette nouvelle position qui a été mise en place par l'équipe avec Florent également, qui n'est pas là, qui est en vacances aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que nous avons fait là-dessus? Donc, nous avons regardé toutes les options pour obtenir une décote importante sur la prime à payer pour un put 20% en dehors de la monnaie sur l'Eurostoxx. Donc, nous avons un prix d'exercice de la put qui est à 2800 points. Donc, il faut savoir que l'Eurostoxx actuellement est environ 3500. Donc, 20% dehors de la monnaie. Mais nous avons associé à ceci une deuxième condition, c'est-à-dire une condition sur l'euro-dollar. Donc, on essaye de faire jouer un effet assez intéressant, c'est le différentiel des taux d'intérêt. Puisque si vous regardez la courbe des forwards, c'est-à-dire de la vente ou de l'achat à terme des dollars, vous verrez que celle-ci, en fait, elle monte assez rapidement en fonction de la différence des taux d'intérêt entre l'euro et les dollars. Donc, si aujourd'hui, au moment où on a réalisé l'opération, on était à 1,1322 de mémoire, donc c'était les niveaux auxquels vous pouvez acheter ou vendre aujourd'hui des dollars pour des euros ou des euros pour des dollars. Le problème, c'est que quand vous allez à horizon, on va dire, des ans,
et vous gardez les mêmes niveaux de prise d'exercice, vous arrivez, comme on dit dans l'argot financier, en dehors de la monnaie, puisque à terme, les prix n'est plus de 1,13, mais plutôt de 1,19. Donc, en utilisant cette situation un peu particulière et qui ne prédit rien l'évolution des taux d'intérêt, nous avons pu obtenir un effet de remise assez important, puisque la prime passe de 3,04% pour une put à 21 mois sur l'Eurostoxx tout simplement, à une prime de 0,74. Donc une décote, une remise, si vous voulez, de 75,66%. Bon, on est en période de soldes, donc on la prend. Moins 75%, à ce moment-là, ça nous permet d'avoir un impact beaucoup plus important, d'avoir un notionnel potentiellement plus important, et surtout de réduire les coûts des couvertures à moyen long terme. Donc l'échéance de cet instrument est le 19 mars 2021 et comme vous le voyez, les poids dans nos fonds est aujourd'hui de 5% pour les UCITS et de 10% pour les non-UCITS. Alors le poids est relativement faible par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Pourquoi? Parce que c'est une opération qui s'ajoute à celle que nous avions déjà, c'est la put sur les meilleurs entre les yens entre l'Eurostoxx et les Nikkei, et qui court encore, parce que si vous vous souvenez, un peu du même principe, hein, ici, donc on a une échéance 20 mars 2020, là on a encore 12,5% de l'actif sur cette couverture et 20% sur les fonds non-UCITS. Donc les deux pour nous se combinent, et pourquoi? Aujourd'hui, si on avait voulu faire la même chose qu'il y a 2 ans, sur ces genres d'instruments, on n'aurait pas, tout simplement pas les mêmes conditions. Je dis souvent, les tail risques ou la couverture macro, en fait, c'est un processus assez intéressant parce que la couverture de 2011, les cuivres, aujourd'hui, serait complètement inintéressante. Donc, il y a toujours, et c'est le travail de notre équipe, une capacité à générer des idées de couverture qui sont les plus appropriées à un moment donné. Donc voilà pour la couverture marché. Je vous rappelle juste pour terminer que nous avons une exposition, une couverture sur les crédits, comme on disait tout à l'heure, notamment les crédits américains avec des positions sur l'investment grade US, notamment des tranches des CDS sur les entreprises les plus leveragées et de l'investment grade américain. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez dans cette diapositive, la qualité économique de l'investment grade américain s'est très fortement dégradée, mais les coûts, en quelque sorte, de couverture n'ont pas suivi. C'est cette inefficience qui nous a intéressés dans la création en fin d'année dernière d'une couverture assez particulière, puisque nous achetons la protection contre les risques des défauts d'entreprises investment grade à l'apparence. Donc, c'est dans des entreprises qui sont effectivement classées, notées investment grade au moment de la création des indices. Dans ces cas-là, on est sur un indice à échéance décembre 2022, mais qui pourrait tout à fait perdre leur statut d'investment grade et devenir ce qu'on appelle parfois des fallen angels, je ne sais pas si vous avez entendu ce terme, et passer d'un statut d'investment grade à un statut des dettes spéculatives. Et c'est exactement ce genre de mouvements qui pourraient s'accélérer en cas de crise économique ou en cas de détérioration du contexte macroéconomique. Et c'est celui-là qu'on vise grâce à la tranche 7-15%. C'est une tranche de pertes nettes effectives sur la base de laquelle finalement on peut être rémunéré en cas, on va dire, même d'attente des marchés d'une détérioration très importante. Donc si les niveaux du marché se situaient à 7%, on aurait 0 en termes de rémunération, mais à 15%, on aurait 100% du notionnel. Et ça, c'est, je dirais, à la différence d'un CDS traditionnel qui, lui, il payerait la perte nette de ce qu'on appelle la recovery, c'est-à-dire ce qu'on peut récupérer sur les sous-jacents. Voilà, donc je pense qu'on va arrêter là et je passe la parole à Franck pour clôturer notre présentation. Merci. Bien, merci d'avoir été présent parmi nous pour notre réunion trimestrielle aujourd'hui à Paris. Et puis, je vous propose de continuer à échanger avec toute l'équipe derrière la porte au buffet. Merci à vous. Merci.